Là. Bonsoir à tous. Ah. Salut, salut tout le monde. Salut. Julien, tu peux connecter ton micro et puis mettre un nom qui ressemble à autre chose que U7LZUY. Voilà, super. Attends, parce que moi, je peux pas changer ça. Attends. Les autres, bonsoir à tout le monde. C'est normal, vos micros sont coupés. C'est par défaut, ça permet qu'on n'ait pas 36 micros qui se connectent à la fois. Donc, vous pouvez laisser vos micros coupés. Vous m'entendez bien? Julien, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends Super. nickel. Est-ce que Nickel. tu me vois? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, on te voit très bien. Ouais. Ouais, impeccable. Bon, bah, top. Super. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à brancher vos caméras, c'est plus sympa de se voir. On prend le temps tous d'atterrir. Là, on attend que tout le monde se connecte et on commencera d'ici 2-3 minutes. D'ici là, soyez les bienvenus. N'hésitez pas, je vois que ça met ses noms de totem là en nom. N'hésitez pas à mettre vos petits noms de totem. C'est plus sympa. Il y a le chat à droite. Alors, attends, j'admets les nouvelles personnes. Ok, donc on est une trentaine pour le moment. Hop là, admettre. Ah, je dois admettre tout le monde manuellement, c'est pratique. C'est bon, Julien? Parfait. Je suis OK, moi. Super. Il y a Astico qui doit animer avec moi, qui a une petite galère avec avec son Zoom, donc elle va nous rejoindre en chemin. Nickel, ça continue d'arriver. Hop là. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes chaud pour parler je ne sais pas si vous avez mis le nez dehors. Toi, tu étais dehors aujourd'hui, Julien, non? C'est à moi que tu parles, non? Oui, c'est ça? Ouais, c'est à toi, ouais. Oui, moi, j'étais. C'est Excuse-moi. à toi que je vais parler pendant une heure. Donc. Ah ouais, ça, faut que je commence à m'habituer. Non, et moi, du coup, j'étais au ski, oui. C'était bien le ski. Si, C'était très bien. J'ai fait du ski de randonnée aujourd'hui. Il faisait grand beau en Haute-Savoie. Ah, cool, t'as du mal. Moi, je suis en Bretagne, là, il est pas beau. Je suis en Morbihan. Estival. C'était estival? Ouais, vraiment, ouais. On a des températures du mois d'avril. On va bientôt pouvoir reprendre l'escalade, du coup. C'est bon. Ah ouais, déjà? En avril, je pense, ouais, on va pouvoir T'as grimper dehors, je trouve. t'as eu de la glace quand même? Tu fais de la cascade? Tu fais de la cascade ou pas? Non, j'ai fait beaucoup de ski, moi. Je suis moniteur de ski aussi. Et du coup, ouais, j'ai fait plus du ski. Et du coup, étant donné qu'on n'a pas de remontée mécanique, on a plutôt fait du ski de randonnée. Ouais, tu disais qu'il y avait un Et esprit. c'est tout délire. Mais Tu, ouais. dis- tu disais qu'il y avait un esprit, il y avait un esprit sympa en ce moment là en montagne avec bon, il y a pas mal de gens en vacances et les gens sont un peu plus détentes que quand il y a des remontées, c'est ça? Ouais, c'est assez sympa comme ambiance là, au pied des pics, sur le front de neige. Alors C'est attendez, super. excuse-moi, il y a un micro qui s'est branché, il faut que je le coupe. Faites si- à tous, gardez bien vos micros en mute, ça permet voilà, de bien s'entendre avec Julien. Ok, ah ben, je vois qu'Astico est là. Ça va, Astico, tu nous entends? Yes, je vous entends. T'arrives pas à mettre ton fond d'écran, c'est ça? Non, mon ordi est Pas grave, un jeu de la vieille. on va faire ça, impeccable. Le principal, c'est Yep. que tu sois là. Ouais, il refuse toute technologie. Ouais, j'ai dû changer d'ordi aussi, moi. Pardon, du coup, Julien, on t'a coupé, hein, tu nous disais que l'ambiance était sympa en montagne en ce Ouais, moment. je disais que c'était plutôt sympa, c'était plutôt très détendu par rapport à d'habitude. Ah, Quand les remontées pleurent un peu sur les fronts de neige avec des lugeurs, des sauteurs olympiques, tout le monde remonte à pied. C'est un peu la grosse colonie de vacances et c'est super ambiance en fait en ce moment. Ouais. ouais, Et c'est plutôt agréable. Et sans bruit, au calme, tout le monde est super heureux, je crois, d'être dehors. Et en même temps, on a un super beau temps, tout est gratuit, tout le monde participe, tout le monde est content de se voir aussi, j'ai l'impression. Et du coup, c'est le top pour ça, ouais.
Donc toi, dis-nous, tu es dans quel coin? Toi, tu es autour de Saint-Gervais, hein, c'est ça? Ah, Voilà, ouais. Et en fait, côté Saint-Gervais, tu m'entends? ouais, Ouais. ça coupe un petit peu, Julien. Alors, Ça coupe un tout petit peu. excusez-moi. J'espère que ça va pas le faire trop. Et du coup, moi, je disais, dans la vallée de Saint-Gervais et qui est parallèle à celle de Chamonix, Haute-Savoie, voilà, au pied du Mont Blanc. Et toi, tu vas nous en dire un peu plus, mais t'es né là-bas. Moi, je suis originaire vraiment, Ah, ouais, du coin. Et du ça coup, coupe, moi, j'ai grandi à... Ah, ça coupe, Julien, un petit peu. Ah ouais. ça coupe trop, attends. J'ai peut-être changé de... Ça coupe encore beaucoup là? Ou ça va mieux? Là, ça va, mais il y a des moments où c'est Ah, un c'est petit peu, dommage. c'est un peu instable, ouais. J'ai essayé comme ça, si jamais ça passe pas, je changerai de connexion sinon. Mais Ah, ok. ouais, c'est comme ça, tout à l'heure ça passait bien, c'est bizarre. Bon, ça marche. Écoute, on va plonger dans le vif du sujet, hein, direct. Il est 19h04, c'est le moment de commencer. On a une petite heure ensemble devant nous. Déjà, merci à tous d'être là d'être au rendez-vous pour cette masterclass. On va être une centaine ce soir. C'est super d'avoir ce rendez-vous avec vous, de pouvoir aborder différentes thématiques ce soir, toutes liées voilà, l'aventure, la micro-aventure en France. On le fait la plupart du temps, à quelques exceptions près, en compagnie de nos Captain Chiloé, donc des guides locaux qu'on a sourcés un petit peu partout en France, en fonction de leur savoir-faire, des pratiques sur lesquelles ils sont experts, et surtout avec eux, on a créé des micro-aventures qu'on appelle ici chez nous des micro-aventures accompagnées, pour lesquelles vous pourrez bientôt partir. On espère que cette histoire de Covid sera bientôt derrière nous, ou en tous les cas, nous permettra de partir avec un peu plus de souplesse dans les prochains mois. Julien, il fait partie de ces captains. On est très fiers de l'avoir, ainsi que pas mal d'autres dans cette communauté pro. Et donc ce soir, on va parler escalade. Julien, donc on disait à l'instant, toi, tu es près de Saint-Gervais, donc quasiment au pied du Mont Blanc, enfin pas très loin en tout cas, C'est pas loin de ça. la vallée de l'Arve, la vallée de Chamonix. Euh, Juste pour commencer, est-ce que tu peux nous voilà, te présenter rapidement, dire un petit peu ce qui t'a amené à faire ton métier aujourd'hui? Toi, t'es un BE escalade, enfin, tu accompagnes des groupes dans ton coin, et pas que, enfin majoritairement dans ton coin, à la pratique de l'escalade. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu fais ce job aujourd'hui? Alors, ben déjà bonsoir à tous et moi je m'appelle Julien Butin et du coup je suis moniteur d'escalade. Pourquoi je fais ce métier? Parce que je suis un passionné d'escalade à la base. J'ai commencé très jeune, difficile de me souvenir à quel moment vraiment j'ai grimpé pour la première fois. Du coup, j'ai une grosse pratique amateur jusqu'à encore aujourd'hui où vraiment je suis mordu d'escalade et je pense que ça s'arrêtera jamais, en tout cas le plus tard possible, j'espère. Et du coup, bah, j'en ai fait mon métier. Ça fait déjà une dizaine d'années que j'emmène des gens en escalade. Je coach aussi en escalade. J'ai un club d'escalade dont je suis l'entraîneur, donc à la fois avec des jeunes et des moins jeunes, des aguerris, des gens qui grimpent très très bien aussi en coaching. Et du coup, moi, ma grande passion, en fait, c'est l'escalade outdoor. Et j'ai du coup 38 ans. Et en fait, nous, on a commencé l'escalade à l'extérieur. Et aussi parce que avant, j'ai vraiment débuté à l'extérieur parce que les salles n'existaient pas. Et du coup, je suis un passionné vraiment de tout ce qui est outdoor. Et même au sein de mon club, par exemple, j'essaie vraiment de faire venir à l'extérieur tous ces nouveaux pratiquants, par exemple, qui ont débuté en salle. Et mon objectif, c'est vraiment des gens qui ne seraient pas forcément au contact direct avec la nature, d'avoir de les emmener et en fait, dédramatiser un peu ce passage je passe d'un milieu un peu aseptisé à sortir à l'extérieur. Ouais, on reviendra à cette articulation entre indoor, outdoor, avec notamment pas mal l'explosion des salles dans les grandes villes. Si on se concentre un peu sur entre guillemets, on appelle ça
ton CV de grimpe on appelle ça comme ça chez Chiloé. Donc toi, tu me disais, alors une précédente conversation, tu m'as dit que tu avais commencé à 4 ans sur les blocs de grinding de Médonès, ça, c'est pas loin de chez toi, c'est ça? Avec, Oui, exactement. avec ton père, et Oui. après, tu as beaucoup rayonné dans la région, mais tu as surtout aussi pas mal voyagé aux États-Unis, au Mali, pour voilà, venir progresser et puis te confronter à différents types d'environnements, toujours dans ton sport. Alors, si jamais on fait mon CV un peu plus ou moins, ouais, moi j'ai beaucoup du coup grimpé en escalade, donc il y a plusieurs disciplines. Moi j'ai pratiqué sur différents domaines, donc le bloc, la grande voie, la falaise. Et on fonctionnait un peu, je suis aussi moniteur de ski, et on avait un groupe d'amis très proches avec qui on a essayé de prendre une escalade. Et en escalade, l'activité, elle est intéressante pour une raison, c'est que ça marche un peu comme le surf, et ceux qui cherchent les plus grosses vagues et les plus belles vagues. En escalade, il y a les plus belles falaises aussi à trouver, des endroits mythiques dont tous les grimpeurs ont eu connaissance et où il faut avoir au moins une fois dans sa vie posé les doigts. Et par exemple, nous, dans toute cette période-là de la jeunesse de 15 ans jusqu'à 25 ans, on faisait 2 expéditions par an où on partait un peu à l'autre bout du monde pour grimper. On a grimpé aux États-Unis, en Afrique, enfin plein d'endroits comme ça. Et après, on revenait, on sponsorisait un peu ces expéditions-là en travaillant un peu l'hiver, en faisant du chasse-neige. Et après, et du coup, sur toutes ces périodes, ça m'a permis de voir beaucoup d'endroits en France, en Europe, mais aussi à l'étranger, à l'époque où on pouvait prendre des avions. Et du coup, voilà, ouais, j'ai vu des plus beaux endroits, toute la vallée du Yosemite, par exemple, aux États-Unis, c'est un endroit assez mythique avec les Big Walls. Big Walls, c'est des très très grands murs, dont un qui est célèbre pour s'il y a des grimpeurs ici qui connaissent, c'est El Capitan. Par exemple, c'est un endroit où on passe plusieurs jours en paroi pour arriver jusqu'au sommet. Toutes ces choses-là, en fait, dans le parcours d'un grimpeur, c'est comme si on avait un peu une liste de choses qui étaient plus ou moins à avoir vues et à avoir fait. Par exemple, pour un grimpeur de bloc, aller à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est la mecque du bloc mondial. N'importe quel grimpeur qui fait du bloc, donc du bloc, c'est monter sur un rocher qui fait entre 2 et 5 mètres. Et après, sans corde, et on a des matelas un peu qui assurent la sécurité, puis on a nos partenaires qui font la parade, en gros. Et un des plus beaux spots au monde, il est en France et il est à Paris. Et par exemple, un grimpeur de bloc qui aime ça, il se doit d'aller à Fontainebleau. Et moi, par exemple, venant du pays du Mont Blanc, souvent quand je parle à des Parisiens, ils me disent, et je leur dis, ben moi je vais 2 fois par an chez vous. Moi je m'arrête 40 km un peu avant chez vous, mais on y va vraiment tout le temps et c'est vraiment un paradis. Ouais. Et il y a d'autres endroits comme ça, la falaise par exemple, on a des endroits, tout le sud de la France, c'est un endroit qui est magnifique par rapport au nombre de falaises qu'on a pour faire une longueur. Toutes ces choses-là, j'avais beaucoup écumé tout ça et toujours avec ce fil rouge, le voyage et l'escalade en fil rouge. Et pour ça, c'est vraiment une activité qui est assez magique. Alors, il y a deux trucs je voulais te parler de manière un peu plus, si on se penche sur 2 anecdotes. Là, si tu veux, tu peux nous raconter, alors c'est à titre d'introduction de cette masterclass, un peu comment ça se passe une ascension d'un big wall comme le Capitaine. Là, il y a beaucoup d'entre nous, je pense qu'on a entendu parler. Tu dis, on part plusieurs jours. Après, on reviendra à des trucs plus, comment dire, accessibles, pratiques, et puis on parlera voilà, comment débuter, progresser, etc. Mais plus à titre, voilà, nous embarquer dans ce type d'histoire. Comment est-ce que ça se passe ce type d'expédition sur un grand mur? Alors, sur une expédition sur un grand mur, après, ça dépend des longueurs de voie. En fait, on différencie en escalade, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'escalade de bloc. Après, on a l'escalade de une longueur de corde. Donc, souvent, les cordes qu'on utilise, c'est assez normé. Et c'est rare de 70 mètres. Du coup, les longueurs qu'on peut grimper, c'est des longueurs de 35 mètres. Là, on parle d'une voie de une longueur. Et au-delà, donc, lorsqu'on s'attelle à des murs qui vont faire, par exemple, 100 mètres, 200 mètres, on va en fait avoir besoin d'un partenaire pour monter une longueur de corde, mais pas redescendre. Lorsqu'on fait une longueur, on monte et on redescend. Là, on reste au sommet, on fait monter notre partenaire.
et ainsi de suite. Et en fait, c'est des longueurs de 50 mètres qui permettent de faire l'ascension au fur et à mesure. Et à chaque fois, on parle de longueurs qui ont une cotation, une difficulté, et où on essaie de passer. En fait, on passe en premier, et son second récupère le matériel, ramène le matériel au leader, et ainsi de suite. Alors, soit on fonctionne avec le leader qui reprend la tête, etc., etc. Et après, il y a des grands murs comme au Yosemite, où ces murs, ils font 1000 mètres de haut. Du coup, c'est très, 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 très long pour arriver au sommet. Et du coup, souvent, il faut 3 jours. Et là, donc, tout le matériel pour dormir, manger, un portaledge, etc., a été empaqueté. Et en fait, il y a un moment donné, le soir, quand on veut dormir, on a hissé tous ces sacs-là, on installe tout son bivouac sur la paroi, on replie l'ensemble et on monte. Et à chaque fois qu'on a fait plusieurs longueurs, on hisse les sacs, en fait, et on les remet. Et Bon. oui, pardon. Ouais, pour en terminer juste là-dessus, petit aparté, comment ça fonctionne un portaledge? Donc, le portaledge, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du mot, donc c'est un peu ce matelas suspendu qui permet de passer sa nuit en l'air, en fait. Comment est-ce que ça. C'est les photos sur Instagram qui font très peur. Ouais. En fait, le portaledge, c'est un hamac. C'est simplement un hamac, sauf qu'il est rectangulaire. En gros, il se replie vraiment dans un. Il prend vraiment très peu de place pour le moment où on le hisse. Et après, il se déplie un peu comme un lit parapluie sans bord, quoi. En gros, sans la tente, quoi. Et puis après, on peut rajouter une tente au sommet. Et en fait, ça fait vraiment un espace plat. Et après, de la même manière que nous, on est accroché lorsqu'on grimpe sur du matériel qui est soit en place, soit qu'on a rajouté, c'est-à-dire les spits, les croches, c'est le portaledge. Et du coup, on dort avec son baudrier, par exemple. Et on se décroche pas au moment où on dort. On est toujours accroché et à la corde et à l'ensemble. Et oui, ça, c'est un peu particulier. Mais après, t'es somnambule dans ce genre de cas, t'es un peu mal. Ouais. Il vaut mieux avoir le bon oreiller. T'as Lapin Féroce dans le chat qui dit si seulement le portaledge était un matelas. Ah non, pardon, j'ai dit matelas. Non, t'as raison, c'est plutôt hamac, ouais. J'ai jamais dormi en portaledge, je sais même pas si c'est confort, enfin si c'est très, si c'est confort ou pas, mais. Si, ça va. Hein. Tu mets un matelas, tu mets pas un matelas gonflable en plus dessus. Tu peux amener ton hamac, non, mais c'est pas pire qu'un hamac. Ça va bien. C'est plutôt tendu bon, du coup, on est parti sur ce type d'ascension qui nécessite des années d'expérience. Je voulais juste, sur cette introduction à la thématique, qu'on profite d'être un peu dans la vallée du Yosemite là, et qu'on croise un peu les approches qui ont pu naître de l'escalade, qui ont pu naître de ce côté-ci du monde, et comment elles se sont croisées avec ce qu'on pouvait faire en Europe et un peu, tu vois, l'historique de l'escalade en Europe. Comment est-ce que c'est né? Un peu l'approche qu'il y avait au début, qui était vachement dans la conquête du sommet, et comment est-ce que tu vois, ces mouvements sont croisés et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors, du coup, si on fait un peu un historique là-dessus, c'est l'avènement de l'escalade libre. En fait, pendant très longtemps, l'escalade, en gros, peu importait les moyens et le style qu'on mettait dans une ascension, le but du jeu, c'était le sommet. Et donc ça a été réutilisé beaucoup par les pays pour asseoir un peu leur domination. Je suis capable d'aller, mes jeunes, ils sont super forts pour aller jusqu'au sommet des montagnes. Et c'était en fait dans les années 70, ça a commencé un petit peu avant. Il y a eu plusieurs en fait foyers où des gens se sont mis à grimper par pur style, pour le style en fait de l'ascension, où d'un coup c'était plus seulement le sommet, mais la manière de grimper qui a été importante. Donc la recherche de difficulté, aussi quel type de matériel j'utilise pour aller jusqu'au sommet. Il y a eu beaucoup d'écoles et beaucoup de foyers comme ça, et notamment un vraiment hyper marquant, ce qui est celui du Yosemite, où là, dans les années 70, en plein flower power, et puis il y a aussi, ils étaient contre la guerre du Vietnam, contre la société de consommation, ils vivaient en communauté, tout ça c'est né un peu en même moment, et ils sont mis à avoir une pratique un peu assez hédoniste des choses, et à se dire, voilà, moi je veux aller au sommet des blocs, je veux aller au sommet des voies qui se faisaient jusqu'à présent en artificiel, où on utilisait du métal, on utilisait toutes ces choses-là pour se tirer au piton, pour gravir en fait ces montagnes.
ils sont passés à un mode où j'utilise mes mains, mes pieds, et en fait la corde est là pour m'assurer si jamais je tombe. Par contre, pour pouvoir dire que j'ai réussi une ascension, il va falloir que en fait, je démarre d'en bas. J'ai le droit de m'arrêter si jamais mon big wall il est très long, c'est-à-dire au bout de 50 mètres, je m'arrête, je m'assois dans mon baudrier. Mais entre-temps, j'ai été capable de faire tous les mouvements que la roche m'a proposés. Et je me suis adapté à la roche. Et donc, par exemple, il y a vraiment des gens qui ont été là-dedans très jusque boutistes. Par exemple, là, je reprenais en revoyant tout ça. Il y a un Allemand qui s'appelait Paul Preuss. C'est certainement le premier grimpeur libre de toute l'histoire. Alors lui, c'est pas c'est pas un Américain. Et c'est un Autrichien. Et c'était un jeune homme qui avait décidé. Donc lui, c'est dans les années 1900. Il est mort en 1950. Et en gros, il avait décidé que pour réussir à monter, pour en fait pour que soit valorisée son ascension, il fallait réussir à monter jusqu'au sommet d'une montagne, sans corde, sans assistance, personne. Donc là, c'était solo total avant Alex Honnold. Et non seulement il fallait réussir à la monter, mais il fallait la redescendre aussi sans la corde par le même itinéraire. Et donc, c'est un des premiers à dire, la fin justifie pas les moyens. Il y a une histoire de style là-dedans. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'adeptes de sa nouvelle technique, mais il s'est tué à 25 ans, donc assez rapidement. Mais en fait, en gros, déjà, là, eux, ils se sont posé cette question-là. Ça a complètement explosé d'abord aux États-Unis dans les années 70. Et après, un peu plus tard, nous, le Français, en fait, qui a réussi qui a vraiment amené ça, c'est un gars qui s'appelait Jean-Claude Droyer. Et lui, il a commencé à dire, nous aussi, on faisait de l'escalade artificielle. Et lui, il a dit, non, maintenant, je vais utiliser que mes mains et mes pieds. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est tout le matériel qu'il y a dans les voies d'escalade. Il y a des pitons, en fait. Alors, il a commencé à grimper les voies. Et lorsqu'il réussissait à ne pas tirer sur un piton, mais d'utiliser une prise, il enlevait le piton pour que les autres soient obligés de faire un peu la même chose que lui. Donc, il y a des grosses tensions et comme ça. Et en Allemagne, il s'est passé à peu près la même chose. En Belgique, ils ont peint les pitons en jaune pour dire j'ai jauni le passage. Pendant longtemps, c'était le mot des gens de l'escalade libre. Et en Allemagne, ça a été, ils mettaient un rond rouge au pied des voies pour dire cette voie-là qui était artificielle, mais en fait, on peut la grimper comme ça. Et à partir des années 80, alors là, tout le monde s'est mis à grimper de cette manière-là. Et il y a encore des gens qui font de l'escalade artificielle. Et ça peut être très, très difficile. L'escalade artificielle, elle a un système, une échelle de cotation qui va de A1 à A5. Et après, en escalade libre, on est arrivé avec les premiers 6. Au début, tout s'arrêtait à 6. 6, c'était le maximum en cotation. Après, c'était ce qu'on n'arrivait pas à faire. Et à partir des années 80, là, Jean-Claude Droyer, premier 6C+, et après, on a commencé à monter en échelle de cotation. Peut-être si jamais on a des gens qui sont vraiment novices là-dedans, l'échelle de cotation, en fait, c'est un système qui est fait pour que lorsque vous ouvrez un topo, c'est là où sont répertoriés l'ensemble des voies dans un site, pour être capable de vous dire, là, je vais aller grimper telle voie, elle va avoir tel niveau de difficulté. Alors, ça marche avec des chiffres et des lettres. C'est d'abord un chiffre. Ça commence à 3, c'est à peu près de la marche, en gros. Après, ça fait A, B, C. Et après, on passe à la lettre et au chiffre d'après. 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, donc dans les années 80, 6 c'est plus. Aujourd'hui, on a une personne qui a fait le deuxième 9C au monde en 2020. C'est la dernière chose. C'est quoi? C'est que les gens deviennent de plus en plus, le niveau augmente de plus en plus, deviennent de plus en plus ambitieux, quoi. En fait, c'est un peu le truc de. J'ai compris que Jean-Mich m'a montré que 8C c'était possible et du coup, je vais aller me faire un 8C et peut-être la prochaine fois, j'irai tenter un 9A, quoi. Eh ouais, c'est ça. Du coup, ils se sont vraiment challengés entre eux sur ce truc-là. Alors souvent en fait, ce qui fait une cotation, on n'a pas un modèle préétabli ou quoi que ce soit, c'est la répétition des grimpeurs. Donc c'est-à-dire que le jour où, par exemple, quand l'échelle de cotation était le jour où il y a quelqu'un qui a dit moi je suis capable de faire tous les 8A de France et de Navarre. Du coup, par contre, j'ai équipé quelque chose de super dur là qui va être 8B. Il va faire une proposition à 8B et souvent,
des grimpeurs qui sont à peu près du même niveau vont essayer cette voie-là, ils vont valider ou invalider cette cotation, et c'est ainsi de suite qu'elle monte par l'appréciation de chacun des grimpeurs en fonction de leur réalisation. Du coup, il y a le double intérêt qui est de venir répéter les voies des autres. Pendant longtemps, ça a été un peu la guerre, histoire de dire « toi, t'es nul, je te décode ta voie ». Mais aujourd'hui, c'est un peu… l'intérêt, c'est de trouver une voie de plus en plus dure et d'aller répéter celles qui sont déjà existantes. Donc, ça fait augmenter un peu les deux. Et après, ce qui a fait exploser vraiment tout ça, ce qui a vraiment fait exploser le niveau, c'est aussi les techniques d'entraînement et l'évolution du matériel. Et dans les années 80, vraiment, les cordes dynamiques qui permettent de tomber, les baudriers, les chaussons un peu plus précis, etc., c'est vraiment un truc qui a fait exploser le niveau. En gros, ils sont passés dans le début des années 80 à 7A et très rapidement, en 87, ils faisaient déjà du 8C, quoi. Du coup, ça a vraiment… Si on fait le parallèle avec si on fait un petit récap, là, parce si on en revient des trucs plus, comment dire, sur les bases, là, sur le matos, un peu qu'on comprenne de quoi on parle quand tu dis que le matos a évolué. Donc, les instruments de base, les outils de base, donc tu as des chaussons, un baudrier, une corde. Ouais, tu en as avec toi, c'est ça, hein? J'ai écrit un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ouais, nickel. En gros, un chausson aujourd'hui, c'est un chausson qui a une pointe vraiment hyper fine et qui a une construction qui est un chausson qui est à la fois très souple, dans lequel on va pouvoir en fait ressentir énormément toutes les aspérités qu'on a sous le pied, du coup. Et après, un chausson qui est quand même suffisamment rigide, là, si je le tape sur le truc, et qui permet d'avoir quand même suffisamment de rigidité sur les petites prises. Et ça a fait évoluer vraiment les choses en termes de précision et en termes d'appui, parce que l'escalade, c'est vraiment un sport d'équilibre et d'appui, plus que de force, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a tout changé. À l'époque, ils étaient soit en grosses chaussures d'alpinisme. Alors, je ne sais pas si vous voyez une grosse chaussure pour un truc aussi précis que ça, sur des petites prises à charger, c'est une énorme différence. Et puis après, c'est la qualité d'adhérence aussi de la gomme qui fait qu'ils se sont mis à tenir vraiment beaucoup plus. Et quoi, là, quand tu achètes des chaussons, là, bon, facilement, quand tu débutes et tout, c'est très inconfortable au début, les chaussons d'escalade. C'est quoi un peu la tolérance comment est-ce que tu sais que le chausson est à ta taille? T'es pas au vieux campeur ou je sais pas quoi pour avoir quelqu'un pour se conseiller, là, c'est quoi un peu les indicateurs? Alors, pendant longtemps, on a cru, et c'est un truc qui est une légende urbaine un peu, qu'il fallait chausser des chaussons 3 tailles en dessous, là. Et en fait, ça, c'est pas du tout, c'est fini, cette histoire-là. En tout cas, ça a peut-être changé. Si vous voulez, si jamais, je sais pas si on voit là, mais si jamais vous êtes comme ça dans votre pied, en fait, si jamais on vous demande de poser un pied à plat lorsque votre pied il cambre le chausson comme ça, c'est impossible de poser son pied à plat. Or, quand vous voulez vouloir grimper en dalle, il va falloir que j'ai à peu près cette position-là, quoi, pour qu'une énorme partie de la surface de mon chausson qui soit au contact avec la roche. Donc, la chose que vraiment on peut conseiller, c'est prenez des chaussons à votre taille, surtout si vous débutez, etc. Essayez beaucoup de modèles différents. Moi, je change encore de modèle maintenant pour être vraiment hyper confort dans mes chaussons parce que voilà, on les porte longtemps. Il faut vraiment se sentir bien. Il y a des chaussons qui chaussent large, des chaussons qui chaussent étroit, etc. Il ne faut pas hésiter. Quand on va au vieux campeur, il faut y aller, il faut prévoir 3/4 d'heure, 2 paires de chaussettes, on prend toutes les boîtes, toutes les pointures et on essaye. Il faut sortir avec un truc où je sens que je suis tenu sur l'ensemble de mon pied et vraiment, et je suis confort. J'ai mes orteils, mon pied il peut être à plat, je n'ai pas besoin d'être recroquevillé, etc. C'est vraiment, je suis confort et je sens que je suis tenu partout. Après, que ça soit lacet ou scratch, c'est pas une grosse différence. Scratch, ça s'enlève plus facilement que lacet, mais bon, il n'y a pas… T'as une marque de préférence, toi, pour quelqu'un un modèle que tu recommandes les yeux fermés pour quelqu'un qui débute ou qui a un petit niveau, là, qui veut progresser? Vraiment pas de modèle en particulier. Vraiment, tout dépend des pieds. Vous pouvez sans faire de pub, mais même un Quechua qui est pas très cher, si vous va bien au pied, en fait, faut pas hésiter, faut prendre un chausson comme ça. On n'est pas du tout obligé de prendre des chaussons très asymétriques, super précis et tout ça. L'important, c'est d'être bien dedans, vraiment. Et c'est plusieurs chaussons. Et donc, tu valides pas du tout le conseil que m'avait donné un prof d'escalade en me disant tant que t'as pas mal aux pieds, c'est que t'as pas la bonne chaussure. Non, tu fais un peu flipper quand tu es débutant, tu te dis oula, ça commence bien. Non, c'est sûr, faut plus faire ça, mais vraiment, plus du tout. Ouais. On leur fait faire, c'est fini ça. Alléluia.
Si on continue sur l'équipement, donc pour l'équipement de base, là, Donc, ouais, après, sur le baudrier. je peux enchaîner par un baudrier. Donc, le harnais, ça, c'est vraiment. En gros, si vous voulez, le matériel de base, tout dépend de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire, si vous voulez vous équiper. Le truc intéressant avec l'escalade, c'est pas un investissement monstrueux de départ. Et après, on est autonome pendant quand même un certain nombre d'années. Mais après, ça dépend. Si vous êtes à Paris, il n'y aura pas de falaise. Du coup, l'avantage, si vous êtes à Paris, il faut aller faire du bloc à Fontainebleau. J'espère que vous avez bien compris le message, parce que c'est quand même le plus beau spot au monde. Et si jamais vous allez à Fontainebleau, si vous avez un truc à acheter, c'est une paire de chaussons, de la magnésie, et après c'est un crash pad. Un crash pad, c'est un gros matelas. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais en gros, c'est un énorme matelas comme ça, en fait, en gros, qui s'ouvre là, un peu comme ça, tac, et sur lequel on se réceptionne. Ça, c'est sûr que c'est super d'avoir le sien. Après, on peut toujours le louer aussi pour commencer et voir l'intérêt que ça peut avoir. Il y a plein de loueurs sur Fontainebleau qui marchent bien. Après, si jamais vous avez des falaises autour de chez vous, alors ça peut être aussi un truc si jamais vous ne savez pas s'il y a des falaises autour de chez vous, il y a plein de petits sites et là, je peux vous en recommander un qui s'appelle Climbing Away. Et là, vous rentrez votre adresse. Tout est décomposé, site de blog, grande voie, etc. Avec un truc Google Maps un peu, avec tous les spots que vous pouvez trouver autour de chez vous et même les topos qu'il faut acheter pour grimper. Ça, c'est vraiment super bien foutu. C'est le monde en fripe un peu escalade, partir un peu loin dans le Languedoc-Roussillon ou un truc comme ça, où je ne connais pas du tout le lieu. Tu rentres l'endroit où tu vas habiter, tu regardes Climbing Away et c'est vraiment assez génial comme appli. Et là, bah, par exemple, si jamais j'habite à côté d'une falaise, là, il te faut des dégaines. Donc, une quinzaine de dégaines. Une dégaine, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire que en fait, c'est en gros, c'est ce qui va me servir à progresser. C'est 2 mousquetons avec une sangle. Ça, il m'en faut une quinzaine. Au niveau de la marque à favoriser, c'est pareil, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, toutes les tailles, toutes les légèretés, etc. Sachant qu'en fait, elles sont normées toutes de la même manière. Donc en gros, c'est pas parce que j'achète une dégaine cheap qu'en fait, elle va casser. Ça va être la même chose. Donc ça, je peux investir là-dessus. Il me faudra ça. Il me faudra un système d'assurage pour assurer mon partenaire. Donc là, ça peut être soit... Donc ça, c'est des mousquetons, c'est des connecteurs un peu dont je vais avoir besoin. Ça, il m'en faudra au moins un. C'est un mousqueton à vis, simplement. Ça, c'est un truc qui va bien. Après, c'est pour assurer mon partenaire. On a des autobloquants type gris-gris. Alors ça coûte cher, c'est autobloquant et tout, mais après j'ai aussi ça qui coûte 2 fois moins cher, ça c'est 8 euros, 8-10 euros, ça c'est un peu plus, mais avec ça, ça suffit largement pour grimper, pour commencer. Et après un harnais, un baudrier, type, voilà, c'est une ceinture avec 2 cuissards et une corde, si jamais, une corde d'attache. Donc là je vais un peu vite, un peu sur tout, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me demander, mais là, c'est une corde d'attache qui me permet, donc 70 mètres, ça me permet de faire des longueurs de 35 mètres, parce qu'après, je vais redescendre. Si je fais de la grande voie, c'est un autre matos spécifique, mais là, je parle de personnes qui auraient juste un rocher à côté de chez eux. Et aussi, un casque d'escalade, c'est quand même bien d'avoir un casque aussi à l'escalade. Pour pas prendre de pierre sur la tête. En gros, si vous avez ça, vous pouvez des chaussons et un sac à magnésie. Après, vous pouvez déjà faire un paquet de choses. Sur la manière de commencer, donc j'habite dans une grande ville, par exemple. Donc il y a effectivement des, des salles dans lesquelles tu peux t'entraîner. La salle, j'ai compris que non seulement c'est du bloc, ça permet de s'entraîner, mais le bloc est une vraie pratique. C'est-à-dire que c'est une pratique que je fais comment dire, des spots comme Fontainebleau ou c'est comment près de chez toi la Médonnet, ouais. Médonnet, ouais. Ouais. Donc c'est une pratique à part entière, mais ceci est quelque chose qui permet de s'entraîner et de répéter les gestes que tu peux avoir ensuite sur une grande voie ou n'importe quelle autre. Est-ce que tu peux nous faire un topo des différentes justement pratiques entre la voie, la grande voie, le free solo? On a parlé un peu de solo tout à l'heure. Faire un récap pour savoir de quoi on parle sur chacune de ces pratiques rapidement. Alors, si on peut les classer par hauteur atteinte, par exemple, et effectivement, donc, on a le bloc qui est quelque chose
de très développé aujourd'hui. Ça plaît énormément, notamment en salle, parce que donc on est au-dessus de gros matelas. Souvent, c'est des problèmes qui sont posés sur des pans plutôt déversants, ou même si on a de la dalle. Et on essaie de résoudre le problème. Si jamais on chute sur les matelas. Et en extérieur, c'est un peu la même chose, sauf que là, on chute sur les. On a un problème qui est posé par la roche, entre 3 et. Ouais, ça peut être plus petit, mais entre 1 à 4 mètres de haut. On a les matelas, on se part entre nous. Le but du jeu, c'est d'arriver en haut du bloc et de réussir le passage. Après, on monte un petit peu plus. Dès l'instant où ça va faire plus de 4 mètres, on va avoir besoin d'une corde pour s'assurer. Donc là, on va utiliser le matériel que je vous montrais tout à l'heure. Là, il vous faut aussi un partenaire qui va tenir la corde en bas pour être votre assureur. Vous allez grimper. Le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à la chaîne, donc de réussir un passage qui est un petit peu plus long. La chaîne, c'est les ancrages en fait qui symbolisent la fin de la voie dans lequel vous passez votre corde pour redescendre jusqu'au sol. Une autre pratique qui va être la grande voie. Donc une grande voie, c'est un enchaînement de quennes. La quenne, c'est une longueur, donc un enchaînement de plusieurs longueurs jusqu'au sommet d'une montagne. Et après, dans ces disciplines-là, donc il y aurait ça, il y a un peu le solo, il y a le deepwater solo qui est un truc qui est assez fun, c'est au bord de mer avec des falaises qui sont au-dessus de l'eau et déversantes. Et en fait, là, les grimpeurs ont topographié un certain nombre de passages. Et là, vous montez jusqu'à ce que vous ne réussissiez plus à monter. Et là, vous tombez dans l'eau. Le but du jeu, c'est de réussir. Alors, ces falaises, elles vont entre 4, 5 et des fois 20 mètres de haut. Et là, on tombe dans l'océan. Un des spots les plus connus de cet endroit, c'est Majorque, en fait. Et ça s'appelle le psychobloc, ce truc. C'est une autre discipline. Et après, voilà, c'est surtout ces 4 disciplines-là. Après, il y a des manières de pratiquer un peu différentes. Par exemple, l'escalade dite sportive, c'est une escalade qui se passe où on est assuré par du matériel qui est fixé dans la roche. Donc ça peut être des spits ou des goujons. C'est des grosses tiges métalliques. En fait, on arrive, lorsqu'on équipe une voie, on perce la roche et ensuite on vient coller la tige en métal à l'intérieur. On rentre dans la roche avec cette tige métallique, on la place, on la colle, et après c'est un truc qui tient 1500 kg. Du coup, on n'a aucun doute sur l'ancrage sur lequel je vais accrocher ma dégaine pour monter. Mais on a d'autres disciplines, par exemple, qui s'appelle le trad climbing, où là, le but du jeu, c'est respect total du rocher. Je ne le perce pas. J'ai mon propre matériel qui s'appelle donc des coinceurs ou des freins et qui sont avec moi, de la même manière que mes dégaines, et que je vais placer moi-même sur le rocher pour assurer mes protections et ma sécurité et monter jusqu'au sommet des voies. En gros, voilà, c'est ce qu'on a comme discipline à peu près. Peut-être j'en ai oublié, mais normalement, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on pratique le plus dans ton coin? C'est quoi la pratique la plus courante sur laquelle tu emmènes le plus de clients, hein? Nous, on a de la chance, en fait, dans le pays du Mont-Blanc, c'est vraiment de la grande voie, parce qu'on a beaucoup de sommets et de falaises un peu de plus de 35 mètres, il y en a vraiment beaucoup. Après, on a de la chance qu'on a un peu de tout. On a du bloc, avec un super site de bloc en granit qui s'appelle Médonec, qui est vraiment top, et plein de spots de falaises de une longueur, dans tous les sens. Du coup, on fait beaucoup les trois, en fait. On a quelqu'un qui nous demande, qui fait de la quenne et qui aimerait se mettre à la longue voie. C'est quoi tes conseils pour passer un peu à l'étape du dessus? Alors, je pense que la grande voie, ça nécessite un certain nombre de manipulations techniques de sécurité. Par exemple, de comment je construis un relais, comment je fais redescendre, poser un rappel, quel type de matériel je vais utiliser. Et ça, il faut vraiment pas le prendre à la légère. Alors après, il y a des tutos, il y a des manuels, etc. Mais moi, ce que je conseillerais vraiment, c'est de se rapprocher quand même de soit un professionnel et de lui amener un projet qui est celui-ci. C'est-à-dire, moi, je suis en train de grimper, je sais faire de la quenne, j'en suis ici, et je veux faire de la grande voie. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Et de construire un programme avec lui assez précis pour qu'il puisse valider un peu les compétences de sécurité si elles sont acquises ou pas, et en tout cas les apporter, quoi. Donc il y aurait ça, ou alors c'est se rapprocher d'un club, d'un CAF, ou alors en tout cas d'avoir un partenaire aussi, sinon plus aguerri, qui peut t'initier. Ça peut marcher comme ça. Mais là, je ne vais pas me lancer dans la description de tout ça parce que c'est assez compliqué et Ouais. on a un petit écran et pas de falaise. Qu'est-ce que... Stico, tu avais des questions ou pas? J'ai loupé les questions dans le chat ou pas? Non, on n'a pas loupé de questions dans le chat. Moi, j'avais une question. Alors,
vraiment par rapport à ma pratique. On a vite fait parler tout à l'heure de l'indoor, l'outdoor. Tu conseilles quoi à un débutant qui voilà, fait que de l'indoor et qui appréhende un peu le côté. Alors, j'ai très envie du côté nature, justement, de plus être dans la salle, etc. Mais qui appréhendent quand même le côté, OK, maintenant je vais être dans d'autres éléments qui paraissent plus stressants. Il y a aussi le côté le vide, qui tu l'appréhendes pas du tout de la même manière que quand tu tombes dans une salle. Donc, c'est quoi, toi, tes conseils pour plutôt au niveau mental passer de l'un à l'autre? Peur du Euh, gaz. alors, les gars, c'est le combat d'une vie un peu quand même, hein. Mais après, non, mais en fait, c'est par rapport au vide, on est vraiment pas égaux et par rapport à la peur de chuter, etc. et tout, on a des seuils, mais tout le monde en a et plus on pratique, moins on a peur. Ça, c'est clair et net. Et après, je suis bien conscient qu'il y a des moments où on est un peu super guerrier dans la vie, on a envie de pousser un peu loin le bouchon et du coup là, bah, faut pas hésiter, faut y aller, quoi. Et il y a d'autres moments où bah, c'est un peu plus compliqué, mais là, c'est pareil, il faut s'écouter et y aller tranquille dans ces moments-là. Donc déjà, de ne pas trop se forcer par rapport à ses peurs et tout ça, de profiter du moment où on a vraiment envie pour essayer de les dépasser et de rester tranquille dans les autres moments. Sinon, moi, sur la pratique d'aller à l'extérieur, et même sur la progression de l'escalade en général, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je pense que la première chose, déjà, c'est d'essayer de grimper le maximum. Donc, peu importe si on n'a qu'une salle à disposition ou quoi que ce soit, c'est essayer de construire son bagage technique, d'essayer de etc. Et ensuite, c'est d'avoir des partenaires de grimpe. Ça me paraît être vraiment hyper important de trouver un groupe, de trouver des potes pour se tirer un peu la boue et puis y aller ensemble et pas se retrouver face à mes doutes. C'est toujours plus facile en fait. C'est pour ça que la notion de cordée, elle existe vachement en escalade. C'est que il y a toujours des moments où on n'a plus envie d'y aller et l'autre il est là et en fait il dit ah si ça serait quand même bien, on a déjà fait tout ça, ah, allez j'y vais et là je passe le cap et souvent ça marche. Il y a beaucoup d'ascensions qui sont réalisées c'est par équipe, mais il y en avait un qui avait envie d'abandonner. Puis après, 4 longueurs plus haut, c'est l'autre qui voulait abandonner. Mais finalement, ils arrivent au sommet ensemble. Du coup, il y a vraiment cette notion-là. Puis après, de progression aussi. S'il y en a un qui passe du 7A, j'ai tout de suite envie de faire la même chose que lui. Donc, enfin, et ça joue vachement. L'autre chose qui est très importante, c'est souvent, en fait, par rapport à cette peur, c'est-à-dire que s'il y a des grimpeurs qui sont là, par exemple, je peux avoir des prédispositions à moi, je me sens bien dès que je suis sur mes bras. Je suis quelqu'un de physique, etc. Et j'arrive super bien dans les dévers. Je fais des bleus, des rouges assez facilement et tout. Par contre, à chaque fois que je vais sur la dalle, en fait, la dalle, c'est une surface qui est plutôt plane, où c'est plus des équilibres, où en fait mes bras me servent à rien. Je suis une vraie quiche, ou en tout cas, je me perçois comme une quiche, parce qu'en fait, j'arrive pas à faire des vertes. Et souvent, on trouve des grimpeurs qui sont comme ça. Et en fait, bah là, il faut au contraire. Alors, c'est plus, mais par contre, il ne faut pas hésiter à aller vers ce qui nous fait peur, là où on est mauvais, et prendre ça vraiment comme un jeu et se dire, enfin voilà, c'est là qu'il va falloir que je progresse parce que c'est ça qui va me faire vraiment évoluer. Et souvent, ben, par rapport à la peur, eh ben, on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a des grimpeurs qui sont très très forts en moulinette. Moulinette, c'est quand la corde elle est déjà au-dessus de toi. C'est super de faire de la moulinette parce que quand tu tombes de presque jamais très haut. Donc sur une séance par exemple type, si ton but du jeu c'est de battre et c'est un de voler, tu peux te servir de ça comme ben, allez, je vais commencer comme ça, je m'échauffe comme ça, je fais 4 voies en moulinette, je me rassure, j'ai l'impression que je suis plutôt bon et tout, mais il y a bien un moment donné où il va falloir quand même grimper en tête. Et ben, sur une séance, je vais me forcer, je vais faire 3 voies en tête dans un sous-niveau au départ. Et puis ben, peut-être la séance d'après, j'en ferai 4, et puis dans un niveau un peu plus difficile, puis après je redescendrai à 3. Mais en tout cas, je lâche pas le morceau par rapport à mes peurs. Et ça, et souvent, vraiment, ça paraît idiot comme conseil, mais vraiment, l'appliquer, c'est pas tous les jours facile. Et à la fin, ça paye, quoi. Et ça fonctionne bien. Donc, toujours la stratégie des petits pas, en fait. C'est faire des petits pas, mais être toujours un peu en mouvement, quoi. Toujours progresser petit à petit, quoi. En tous les cas, c'est faire sortir petit à petit d'un peu du confort dans lequel on a tendance peut-être à rester. C'est ça.
Et je pense que ça, c'est important. Et après, c'est essayer de se rapprocher vraiment de structures existantes. Il y en a des tonnes de structures existantes autour de chez vous, à côté des salles. Il y a des clubs, il y a des assos, même en salle, en fait, c'est un sport qui est hyper convivial, l'escalade. En 2 secondes, on peut rencontrer du monde autour d'un bloc, autour d'un même projet, etc. Souvent, le bloc, c'est le plus facile pour rencontrer du monde si vous n'avez pas de partenaire de grimpe, etc. C'est vraiment le truc le plus accessible. Après la voie, il faut déjà avoir un peu un groupe déjà formé. Mais rapprochez-vous des CAF, des groupes FFME, de tous ces trucs-là. Et souvent, à l'intérieur de ces clubs, il y a des gens qui sont déjà aguerris, qui peuvent aussi vous emmener passer le cap, d'aller en falaise, etc. Mais je pense que la mauvaise idée, c'est d'y aller tout seul avec 3 tutos Internet, ça ne marchera pas très bien. Justement, sur cette question de rencontrer des gens, il y a quelqu'un qui demande, en cette période de Covid où les salles sont fermées, qu'est-ce que tu recommandes pour rencontrer des partenaires de grimpe qui acceptent les débutants? C'était au pied des blocs, quoi. C'est ça? Alors, est-ce que tu peux me la reformuler? Excuse-moi, j'ai pas tout vu. En cette période de Covid, comme les salles sont fermées, qu'est-ce que tu recommandes pour rencontrer des partenaires de grimpe qui acceptent les débutants, qui ne soient pas trop fermés aux newbies? Moi, je pense que l'escalade de bloc, par exemple, après, tout dépend des spots que tu as autour de chez toi. Mais si tu as un spot de bloc autour de chez toi, un tout fort, il peut avoir un bloc pour lui et de l'autre côté du bloc, il peut y avoir un bloc pour toi. Du coup, ça, c'est pas du tout un problème d'aller avec des forts. Je pense que c'est de se rencontrer sur, par exemple, il y a un forum Camp to Camp, où c'est dans toute la France où tu peux demander et avoir recherche de partenaires et tout. Si tu postes ton annonce là-dessus et tu indiques ta région, etc. S'il y a quelqu'un qui veut me faire découvrir, je pense que sans problème, ça match, à mon avis. Effectivement, il y a des groupes Facebook. Là, nous, on en a. Il y a des groupes Facebook Chiloé là, sur Facebook, justement, dans les grandes villes. Il y a à Paris, il y a la SPEM, la Société parisienne d'élevage de micro-aventuriers. Il y a souvent des gens qui postent quand ils vont à Fontainebleau, qui proposent à d'autres personnes d'y aller ensemble. Il y a ce groupe-là, vous le retrouvez à Bordeaux, à Lyon. Bordeaux, Lyon et Nantes, majoritairement. Donc, pas hésiter à se rapprocher d'utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, hein, finalement, c'est de rencontrer des gens qui ont un état d'esprit similaire. On va vous poster le nom, les groupes Chiloé. Trop bien. Est-ce que est-ce qu'on peut faire une petite sélection là? Toi, t'es trois destinations en France que tu aimes particulièrement et pourquoi est-ce que tu les recommandes? Est-ce qu'il y a un peu est-ce que c'est accessible à différents niveaux, etc. Alors, en escalade, je vais le faire un peu, je pense, en fonction des températures. Parce qu'en escalade, du coup, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que vraiment, si jamais vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est la plaque chauffante et c'est vraiment très désagréable. Et pour les pieds, même si on a pris 3 tailles de pointure au-dessus, et pour les mains, c'est l'enfer. Et du coup, un site qui est vraiment incontournable de la France et de l'escalade, c'est les Calanques de Marseille. Ça, c'est clair et net, c'est magnifique, c'est immense. Il y a pas trop de monde. Voie de la Couenne. Pas trop de monde, c'est pas trop chargé les calanques. Alors c'est peut-être moins chargé que sur les plages, mais sur les voies, ouais. Alors, non, pas du tout, hein. Vraiment, c'est tellement vaste qu'il y en a pour tout le monde. C'est sûr que si tu grimpes sur la première qui est à côté du parking, il y a des chances que ça soit compliqué. Par contre, si tu veux vraiment aller à l'autre bout des Calanques avec 1h30 de marche pour y aller. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, ils l'ont transformé en parc naturel, vraiment tout l'espace des Calanques. Et là, ils ont fermé des tonnes de parkings. C'est interdit de se faire déposer par la mer. Et du coup, ça a redonné vraiment un côté sauvage aux Calanques. Et de visiter les Calanques de Marseille par l'escalade, c'est vraiment quelque chose qui vous emmène à des endroits vraiment incroyables ou hyper sauvages et super intéressants. Donc ça serait plutôt les meilleures périodes, c'est presque un peu l'hiver, fin d'automne ou vraiment début du printemps. Ça, c'est vraiment génial. Ça vaut le coup d'aller au moins une fois voir les Calanques de Marseille, c'est vraiment top. Après, tout ce qui va être, si vous êtes vraiment bon grimpeur, la plus belle falaise du monde peut-être, elle est aussi en France. Elle est à Gap et elle s'appelle Céuse. Ça, c'est vraiment un truc, c'est incroyable. C'est une falaise en fait qui domine une montagne au-dessus de Gap, donc c'est les Hautes-Alpes. Et c'est 3 km de falaise, en fait, qui a une forme de couronne au sommet d'une montagne. C'est du calcaire, c'est splendide. Après, c'est
un peu peut-être difficile. Enfin, c'est un niveau d'accès, c'est 6A, B, quoi. Du coup, ça serait pour peut-être les bons grimpeurs. Ça, c'est vraiment à côté de cette falaise-là, on est dans le sud et on a pour ceux qui sont un peu moins bons, c'est-à-dire que si par exemple dans votre groupe, il y a un super fort qui veut absolument à Céus, vous pouvez négocier de faire 2 jours à Céus et puis 2 jours à Orpierre. Orpierre, c'est un endroit qui est super joli à côté de Céus, voie beaucoup plus accessible, très très sympa. Après, c'est pareil, il faut essayer d'être plutôt hors saison, hors vacances, parce qu'il y a quand même du monde. Et par contre, si vous êtes au printemps ou à l'automne, c'est juste génial. Il ne faut pas y aller l'été, simplement. Donc, c'est une falaise d'été. C'est à 1700 mètres. Rien que de monter à la falaise, en fait, on a une marche de 50 minutes dans les pins là, qui sont vraiment magnifiques. Aller au pied de la falaise et aller regarder les grimpeurs, c'est comme si vous regardiez une chaîne de malades sur YouTube avec les meilleurs grimpeurs du monde et rien que se poser, les regarder dans des verres monstrueux et tout, ça vaut vaut le coup d'y aller. Donc Céus, il faut vraiment la garder en tête. C'est vraiment un endroit magnifique. Même si vous ne grimpez pas, il faut monter à la falaise. C'est juste une ambiance unique et des voies magnifiques. Comment tu écris le nom du spot? Là, j'ai pas checké. Alors Céus, c'est C-E-U Ouais. avec un tréma sur le U. Ouais. S-E. S-E, Céus, d'accord. C'est à côté de Gap. Ok, bah, il y a quelqu'un qui l'a écrit, c'est bon, ouais, super. Super, merci. Ça, Donc les Caranques, Céus à côté de Gap, donc là, c'est les Alpes de Haute-Provence, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, on remonte un peu là-dedans. Après, il y a peut-être les écrins qui sont un massif qui est très très beau aussi, autour de Briançon. Ça, plutôt pareil, spot d'été, vraiment, il y a plein d'endroits. Dès que je cherche un spot d'été, il me faut un peu d'ombre et d'altitude. Là, c'est un endroit parfait, il y a des falaises partout, c'est vraiment très très beau. Et après, il y a tout mon coin aussi, plutôt printemps, automne et aussi été, où tout le massif du Mont Blanc, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire qui sont intéressantes. Autour de chez nous qui sont vraiment très très bien et réputés aussi. Et ok, donc là plutôt, donc là finalement, c'est peut-être ce que tu connais mieux, mais en tout cas le sud-est de la France c'est quand même la région bénie des dieux là-dessus, quoi. Parfait, ouais, c'est vraiment tout le sud de la France, même l'Ubaye, etc. Dès qu'on descend depuis Grenoble jusqu'en bas, jusqu'à Marseille, il y a plein de choses à faire. Ouais. Si on est un peu plus au nord, Jura, Vosges, ça grimpe ou pas un petit peu? Jura, super. Il y a plein de choses à faire dans le Jura. Moi, je connais un peu moins le Doubs, etc. Il y a vraiment des falaises un peu partout là-bas. Après, moi, je connais un peu moins, mais je sais que vraiment, il y a beaucoup de choses. Et après, il y a aussi un petit peu moins. Attends, je réfléchis. Vraiment, c'est tout le côté est, ouais, c'est sûr. Et à l'ouest, je réfléchis, est-ce que je connais des spots à l'ouest? Pas trop, hein. Pas trop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ensemble, on a créé des micro-aventures qui seront bientôt dispo. Notamment, il y a un stage de perfectionnement qu'on a créé donc du côté de Chamonix. Est-ce que est-ce qu'on pourrait se projeter un peu dans cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on va vivre pendant 4 jours, 4 jours avec toi là-dessus? Alors, la proposition alors qu'on a essayé de mettre en place, c'est La Couenne à Bionacé, de la Grande Voie à Balme, du bloc à Médonnet, un premier 7B au Suez. Ouais, il y a du niveau là-dessus. C'est quand même, là-dessus, c'est pour des personnes déjà avec une bonne expérience. Après, on a des stages un petit peu plus débutants, mais sur celui-ci, on est sur un bon niveau quand même. Pour l'instant, on a les deux extrêmes. On a le super, super débutant et quand même un beau perfectionnement. Puis le niveau intermédiaire, il arrivera plus tard. On va les mettre dans le chat, les deux. Là. Ouais, je viens de vous les mettre et remonter un tout petit peu. À 7h47, je vous les ai mis. Ok. Et ben, du coup, pour décrire un peu ça, le principe, c'est juste d'essayer de faire quelque chose de sur mesure. Le but du jeu, moi, c'était vraiment une des dernières choses que j'ai peu fait dans ma région. C'est essayer de faire vraiment un coaching où le but du jeu est très immersif. On reste dedans, super focus sur l'escalade pendant 4 jours. Et le but du jeu, c'est de créer un peu un programme avec vous, vos attentes. En fait, sur qu'est-ce qui vous intéresse réellement dans l'activité. Alors, ça peut être très, très vaste. Ça peut être, comme on avait tout à l'heure, quelqu'un qui veut passer de la salle à la grande voie à l'extérieur. Ou alors, ça peut être faire son premier set à bloc ou des choses comme
c'est très, très ouvert, en fait. Le but du jeu, c'est de discuter en amont de tout ça. Et après, vous venez chez moi et moi, je m'occupe de vous et j'essaie de vous faire un truc vraiment aux petits oignons sur de jongler un peu sur tous les spots qui sont intéressants par rapport à votre projet. Et dans tous ces endroits que je connais vraiment par cœur et avec lesquels j'essaie de trouver vraiment ce qui peut correspondre à l'amélioration en fait de la chose que vous avez choisie en fait. En gros, je ne sais pas si j'étais très clair. Mais Ouais, très clair. Il y a il y a un truc sur lequel je voulais qu'on revienne ensemble. On en a parlé dans la news la semaine dernière et c'est une expérience dont que tu m'avais partagée lors de notre première conversation. Là, c'est un peu la quête qui t'a occupé pendant des années, là, cette falaise qu'il y avait en face de chez toi. C'est quoi l'histoire? En fait, comment est-ce que, au fur et à mesure, finalement, on tisse un peu je sais pas, c'est un défi fil rouge que tu as eu avec ce truc-là. Comment est-ce qu'on en vient tu vois, tu as un déclic, tu dis ce truc-là, il n'a jamais été grimpé et moi j'ai envie d'y aller. Et comment est-ce que. Ouais, c'est quoi l'histoire un peu si on déroule l'histoire qui a duré 19 ans quasiment, non, un truc comme ça. alors, on en avait parlé, je pense, c'était pour essayer de donner un peu un exemple de ce que peut être l'escalade. Ça capte pas très Et bien. alors, ah pardon, là c'est mieux. Ouais, c'est bon, ça va aller. Ça va. Et du coup, en gros, pour refaire un peu l'histoire de ce qui s'est passé, c'est moi j'habitais à un endroit où depuis mon jardin, je voyais une falaise qui était vierge d'équipement. Et moi j'avais 12, 13, 14, 15, 16. Et à 16 ans, en fait, avec un ami à moi, on a dit, oh ben, on est passionné d'escalade, on va aller équiper des voies. Et en fait, on est monté à cette falaise-là à pied. On nous avait expliqué vaguement comment il fallait équiper une voie. Et on était descendu en haut et on était descendu faut imaginer un grand mur de rochers dans lequel on est descendu tous les deux le long de la corde et on regardait les prises pour se décider à se dire est-ce qu'on équipe une voie ici ou pas. Et en fait, lorsqu'on est descendu dans cette voie, tout de suite, déjà, on a eu très peur parce qu'on était un peu jeune et c'était super haut. Et tout de suite, on s'est dit, ah, mais non, laisse tomber, on est monté pour rien, c'est 10 fois trop dur, jamais personne grimpera ici. Et du coup, on est redescendu. Et 2 ans après, des forts grimpeurs qui étaient de notre coin ont dit, ah, mais vous avez équipé là-bas, on utilisait la corde qu'on avait laissée pour descendre pour équiper la voie en fait, qu'on n'arrivait pas à faire. Et ils n'ont pas réussi à la faire non plus. Et du coup, dans un coin de notre tête, on a toujours eu l'idée de se dire, cet endroit où on avait un projet un peu initial de grimper cette paroi, c'est resté un coin de notre tête. Et on a toujours cru qu'un jour y arriverait et que simplement, il fallait passer du temps pour en fait progresser et qu'un jour peut-être on arriverait à la grimper et en fait chaque année on a progressé, chaque année on était meilleur, chaque année on a essayé, on n'a jamais réussi à la faire et au fur et à mesure on a passé des paliers et à un moment donné 19 ans après on a réussi et je l'ai pas grimpé en premier, il y a quelqu'un qui l'avait grimpé avant moi, mais en tout cas j'ai réussi cette voie-là qui m'était restée en fil rouge pendant 20 ans de ma vie en gros. Et du coup, un rêve en escalade, si jamais on se donne un peu les moyens et même un rêve qui est très très éloigné, là ça nous paraît un peu. Enfin, moi je suis la preuve qu'on peut réussir à le réaliser. Et du coup, voilà, c'était top, c'était une belle histoire, c'était au-dessus de chez moi, c'était moi qui l'avais équipé au début et j'y croyais pas, puis finalement ça a marché. Du coup, c'était sympa. Et ça, il suffit d'avoir des projets en escalade et souvent en fait on les réalise et après on arrive à. Dès qu'on en a réalisé un, on a un peu cassé le jouet avec lequel on a joué pendant un moment, puis après, il faut retrouver un nouveau jouet, et puis ça nous emmène ailleurs, et ça nous fait découvrir un peu le monde, et c'est vraiment très sympa, et on vit ça à plusieurs, et pour ça, c'est une activité qui est vraiment géniale. Je sais que c'est l'anecdote qui fait vibrer tout camp dans ton parcours. Moi, j'avoue que j'adore quand même la petite anecdote sur le prénom de ta fille. Je ne sais pas si Toucan l'a déjà balancé, mais le jour où je t'ai eu au téléphone et où tu m'as dit qu'elle s'appelait Chiloé, j'avoue que j'ai quand même halluciné. C'était prémonitoire. Je me suis dit, bon, je vais participer à leur aventure, étant donné que ma fille est Chiloé. Je me suis dit, c'est bon, je suis au bon endroit. Je me suis dit, là, normalement, c'est bon, on l'embarque a priori.
Il y avait quelqu'un qui voulait reprendre sur des questions plus techniques. Il y a Blaireau-Filou qui demande, qui voulait avoir un petit brief sur les problématiques d'enchaînement de voix entre montée et descente. Si vous voulez faire un petit aparté là-dessus, avant qu'il nous reste 3-4 minutes ensemble. Et Alors, je suis désolé si apparemment j'ai détourné un peu la conversation des préoccupations techniques de certains. Vous avez bien fait me corriger. Vas-y, je t'en prie, Julien. alors, du coup, si, je ne sais pas si vraiment c'est la question, s'il parle de réalisation d'une voix, il y a trois manières de réussir une voix. Il y a grimper une voix à vue. À vue, c'est lorsqu'on n'a jamais touché en fait le rocher. On se promène en bas de la voie, on a le droit de la regarder depuis le sol et à ce moment-là, on essaie de la grimper. Et si on réussit à monter, du coup, comme j'expliquais l'autre fois, sans jamais s'asseoir dans le baudrier ou sans jamais tirer au dégaine en place, mais juste avec la roche jusqu'à la fin de la voie, dans ce cas-là, je peux dire que je l'ai réalisé et j'ai réussi l'enchaînement de la voie. Ça, c'est un peu la manière reine d'enchaîner une voie, c'est-à-dire que je connais rien sur la voie, j'ai aucune information et dès l'instant que j'ai décollé mon pied du sol jusqu'à l'arrivée, je vais réussir à trouver des solutions. Pour la deuxième manière de faire, de réaliser une voie, c'est de la faire flash. Flash, c'est j'ai le droit d'avoir toutes les informations que je veux sur la voie. Par exemple, un copain qui va grimper dedans, qui me donne toutes les méthodes depuis le sol, qui me dit bah là, cette prise-là, il faudra la prendre en inversé, l'autre, mettre ton pied à droite, etc. Mais sur la longueur de la voie, sur le type d'effort, où est-ce qu'il faut accélérer, ralentir, etc. Là, j'ai plein d'informations, mais j'ai toujours pas le droit de toucher le rocher. Ça, c'est flash, c'est la deuxième manière. J'ai le droit même de regarder un grimpeur là, grimper devant moi. J'ai le droit de regarder une vidéo qui fait cette voie-là. Donc ça, c'est un peu moins la classe, mais c'est déjà vraiment pas mal. C'est-à-dire que tu réussis du premier coup. Et après, la dernière chose en termes d'enchaînement, c'est après travail. Et là, tu peux faire le nombre d'essais que tu veux. Donc là, par exemple, moi, en l'occurrence, c'est quand on parlait de la voix que j'ai réussi à faire, là, j'ai passé des années. Du coup, je connaissais chaque mouvement par cœur, chaque rythme par cœur, etc. Mais par contre, on reste dans le même jeu qui est de partir du sol et d'aller jusqu'à la fin sans utiliser autre chose que ses mains et ses pieds et le rocher, quoi. Et ça, c'est un peu moins la classe et souvent, bah, c'est plus facile, en gros, parce qu'on la connaît par cœur. Mais souvent, quand on demande à un grimpeur son niveau, on lui demande son niveau à vue, qui est forcément inférieur à son niveau après travail. Et c'est deux pans un peu de la discipline, c'est faire du à vue ou du après travail. Ça demande des choses différentes. J'espère que j'ai répondu à la question. Si, c'est très clair. Et moi, du coup, il y a une question qui me vient. Alors, dans les salles d'escalade, je trouve il y a un. Tu vas chez Arcos à Paris, par exemple. Je trouve qu'il y a une ambiance autour de l'escalade qui est assez. En fait, ça pourrait facilement tourner un peu au concours de quéquette, entre guillemets, où en fait, tu vois, tu cherches à en mettre plein la vue aux personnes qui sont autour de toi, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance c'est assez friendly, quoi. Les gens s'aident, se conseillent, etc. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Enfin, tu vas pas me dire que. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton point de vue, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je pense qu'il y a quand même une bonne ambiance dans l'escalade, c'est que peu importe le level dans lequel je me situe, si jamais je fais des violettes, par exemple en parlant d'Arcos, les violettes c'est les meilleurs et après les vertes c'est les difficiles, et ben en fait on se retrouve souvent, dès que tu es à ta limite, tu produis exactement la même escalade. Donc une personne qui est à sa limite dans la verte, on va le voir tout tremblant, en panique, avec une gestuelle toute pourrie, etc. Et tout, et il aura besoin d'encouragement. Et en fait, celui qui est dans la violette à son max de max, ça va être exactement la même chose, même si les mouvements sont plus complexes, etc. Mais il ressortira à peu près le même visuel. Et souvent, en fait, ce visuel-là, étant donné que les deux, ils le vivent ensemble, lorsqu'ils passent au pied l'un de l'autre, souvent, ils s'encouragent et c'est ça qui fait que cette activité, elle est sympa. Moi, c'est mon point de vue sur ce truc-là. Non, mais ça me paraît, c'est pas du tout. Ouais, ça paraît bien refléter la réalité. Je toujours été un peu bluffé. Tu sais, au début, tu arrives dans une salle, effectivement, tu vois des gens qui font des trucs de ouf, etc. Tu t'oses pas trop. En fait, c'est hyper exposé. En fait, quand t'es sur une paroi ou un bloc, tu vois, tu peux un peu avoir peur d'être jugé parce que tu es tout débutant et que tu débarques avec des chaussons tout neufs. Ce Ouais, truc en salle à Paris, il est vraiment vrai quand les premières fois que tu y vas. Parce qu'en fait, c'est le regard que tu te mets sur toi-même qui est hyper bien sûr, ouais. stressant. Ouais, Dès que tu t'en libères, tu te rends compte que ou les gens t'encouragent ou ils en ont rien à faire de ce que tu fais. exactement, exactement. Bon, dans les deux cas, c'est sympa, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut dépasser, mais je pense qu'on passe tous par là au début voilà, on sait qu'on n'est pas très bon, quoi.
Et souvent, les gens sont vraiment super bienveillants et autour de l'activité parce que vraiment, ils sont passés par là et ils s'en souviennent quand même bien quoi, du début de ce moment-là difficile. Et après, dans le bloc, il y a vraiment un jeu d'échange de méthodes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très aguerri, par exemple, qui arrive à faire une rouge, qui l'a déjà faite et qui connaît finalement le fonctionnement de cette rouge, si jamais il passe à côté de toi et lui, il la maîtrise parfaitement et il te voit ne pas réussir et te tromper en fait dans les mains, l'ordre de tes mains, l'ordre de tes pieds, très très rapidement, Hmm. les grimpeurs, ils sont pas, c'est un peu le challenge de se dire, moi je l'ai réussi du premier coup, etc. Mais souvent, la méthode, elle est très rapidement échangée. Et ça te donne un contact hyper facile avec les gens. Parce que très rapidement, ils te voient galérer dans un truc, il va dire, non, mais celle-là, faut pas la prendre comme ça, viens plutôt comme ça. Et là, tu as tout de suite un échange qui se crée. Et c'est là où c'est plutôt bienveillant, malgré tout. Ouais, il y a Bulot discret, que je crois connaître d'ailleurs, qui dit l'escalade, c'est le rendez-vous de l'humilité. Et je suis assez d'accord avec ça. Attends, il y a une question. Alors, Ouais, on a une dernière question. Les gens s'excitent sur la fin, là. Vas-y, t'en prie, Stico. La question qui tue, est-ce qu'il faut faire des pompes et des tractions pour être fort en escalade? Je dirais non. Non, ouais. Bah, après, à partir d'un certain niveau, le physique, il va vraiment rentrer en compte. Mais réellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une vie. Et là-dessus, il y a énormément à construire dans toutes les habiletés mes mains et mes bras, ils vont beaucoup me servir à déplacer mes pieds, à les placer au bon endroit pour qu'après, on se propulse un peu plus loin et tout. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum de tenue de prise, mais c'est vraiment plutôt bas du corps et sensation et appui et équilibre. Et après, à partir d'un certain niveau, effectivement, c'est sûr qu'il y a du physique aussi du haut du corps, mais souvent, on a tendance à croire quand on ne connaît pas bien, alors là, je ne sais pas le niveau de la personne qui parle, mais quand on connaît les infractions, et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt de la sensation vraiment de déplacement du corps dans un milieu vertical. Et ça passe pas par que le tronc supérieur. Ok, bon, bah écoute, on a fait le tour du sujet, enfin autant qu'on peut le faire en 1 heure et à distance. Astico, t'avais encore un truc à ajouter ou pas? Non, moi j'ai toutes les réponses à mes questions. En gros, faut y aller, Ouais. quoi, si j'ai bien compris. Et j'ai pas besoin de faire trop de pompes. Donc ça va. Top. Si vous avez pas chopé toutes les réponses, la vidéo a été enregistrée et puis on va vous faire un petit récap un peu avec les différentes thématiques qui ont été abordées et puis à quel timing vous pourrez les retrouver. Tout ça, ce sera en ligne cette semaine. Voilà, écoutez, on va en rester là. Julien, un grand merci pour toutes ces infos, tous ces conseils. Euh, Comment? Avec grand plaisir. J'espère que ça a été. Pour ceux qui veulent partir escalader avec Julien, je vous ai mis le lien dans le chat. Super. Eh ben, merci Astico. Merci à tous les deux. Merci à tout le monde pour vos questions, d'avoir été là. Rendez-vous dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle. La semaine prochaine, on parle de quoi déjà? On parle ski de rando la semaine prochaine. Ski de rando, rendez-vous 19h avec Ludo, qui est un autre de nos captains. Bonne soirée à tous. Salut Julien. Demain, tu es dehors? Oui, demain, je vais faire de l'escalade. Je vais faire de la grande voie. Trop bien. Bon, profite bien. Allez, salut, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à la Salut prochaine. tout le monde. Au revoir. Ciao. Je laisse tout le monde partir. Hop là. Il y a Bulot qui est resté là. Bon, bah super, merci Julien. Il y avait un. Ça a été pour toi? Moi, ça allait nickel. C'est pour ça, ça m'a gêné pour vous. J'espère que c'était pas trop chiant. Non, en fait, on perdait rien. On perdait rien. On a tout entendu, mais ça sautait de temps en temps. Ça rattrapait derrière. Mais écoute, c'est pas. Je pense que c'est bon. Les gens. En fait, il y a un truc qui permet de mesurer, c'est que j'ai l'impression que
il y avait une centaine de personnes en permanence, les gens sont restés, donc c'était intelligible et voilà. Donc Ok. c'est très bien. Et puis c'était hyper intéressant, bien illustré. Il y a encore quelques personnes qui sont là, qui nous écoutent. Ça va, Brian? Ben, ça va et toi? Ouais, nickel. C'est le fameux bulot. Avec attention. On présente le fameux bulot discret, Julien. Ouais, écoute, j'étais en train d'envoyer un message à un pote pour lui dire qu'il fallait absolument qu'on vienne te voir au printemps. Avec grand plaisir. Vraiment, pas hésiter. Ouais, ça donne très envie. On est un peu frustré à Paris là, avec les salles fermées. Et ouais, ouais, et j'aimerais bien avoir des conseils d'un pro comme toi. Bon, mais trop bien. Pas hésiter. Bon, bravo Bon, les ouais. gars, c'était top. Ouais, super, bah, merci. Bonne soirée, Brian. Ciao. Salut. Salut. Bon, Julien, merci. Je te libère et merci pour le temps que tu as consacré à préparer tout ça et puis pour ce qu'on a fait ce soir, c'était parfait. Très bien. Bon, bah, tant mieux. Si ça te va. Parfait, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bonne grande demain. Ciao. Salut.